ça m'a tellement saoulée, j'arrive plus. On recommence, on est zen, on est tranquille, on a pris nos vitamines, on est bien. Namasté. Après on va faire du yoga, ça ira mieux. Salut! Je suis une grande fan de documentaires, genre Secret d'Histoire, voilà, tu vois. Et du coup, je passe pas mal de temps sur YouTube à regarder des chaînes historiques, notamment anglophones, comme par exemple Absolute History. L'autre jour, je suis tombée sur une vidéo sur la pire chanteuse ayant jamais existé. Et c'est son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Florence Foster Jenkins est connue comme la pire chanteuse d'opéra ayant jamais existé. Et pourtant, elle a rempli des salles et elle a eu un succès phénoménal. Mais comment ça se fait? Florence Foster Jenkins, de son nom de jeune fille Narcissa Florence Foster, née le 19 juillet 1968 en Pennsylvanie, aux États-Unis. Elle vient d'un milieu social très aisé, sa famille est une des pionnières de la ville, son père est avocat et a énormément de succès en affaires. Elle habite dans un très beau quartier, fait partie d'une bonne congrégation, je sais pas comment ça se dit, mais dans une église réputée quoi. Elle habite dans une très belle rue, elle va donc dans la meilleure école pour jeunes filles de sa ville et elle reçoit vraiment une éducation assez élevée pour l'époque et pour les jeunes filles de son époque. À l'âge de 7 ans, elle s'intéresse déjà à la musique et au chant, mais elle chante tellement mal que ses parents refusent de lui donner des cours. Ils lui interdisent de prendre des cours tellement elle est nulle. On peut donc dire que Florence, elle a une enfance dorée, voilà. Quand elle a 17 ans, elle voit les jeunes filles de son âge se marier avec des garçons du même beau quartier dans lequel elles vivent. Mais Florence, elle se dit que non, ça c'est pas du tout pour elle, elle n'a pas envie de vivre ça et elle décide de se barrer. Et donc Florence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part à Philadelphie. Elle épouse le docteur Frank Jenkins, qui vient également d'un milieu aisé. Alors la légende raconte qu'elle aurait épousé le docteur pour échapper aux joues financiers dans lesquels son père la tient parce qu'il la contrôlait encore par les finances vu qu'elle a 17 ans, elle n'a pas de travail et apparemment elle aurait épousé le docteur pour sortir de cette influence là mais on n'en sait rien. Le mariage n'est pas heureux, d'ailleurs au bout d'un an il se terminera et d'ailleurs ce qui est surprenant c'est qu'elle a conservé le nom de son mari. Une autre chose négative que son mariage lui apportera c'est malheureusement la syphilis. Alors la syphilis, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en a tous entendu parler, on connaît tous de nom, mais concrètement ça fait quoi? Et surtout à l'époque ça fait quoi? Donc la syphilis c'est une MST qui à l'époque était vraiment un fléau sanitaire et médical. D'après ce que j'ai lu, il y aurait 40% de la population qui aurait été touchée par la syphilis à cette époque-là. Donc 40% c'est énorme, c'était vraiment très compliqué à gérer, surtout que la pénicilline, qui est le traitement actuel de la syphilis, n'a été découverte que bien plus tard et n'a été utilisée comme médicament principal qu'à partir de 1940, donc des années et des années plus tard. Mais du coup la maladie, qu'est-ce qu'elle fait? Donc déjà il y a différents stades à la syphilis, en fonction de stade de gravité, entendons-nous, et dans certains stades la maladie peut être asymptomatique ou pas, donc c'est pour ça qu'il est important de se faire tester, c'était le point MST. En gros la syphilis elle peut entraîner une perte de cheveux, des dents noircies, des problèmes neurologiques et cardiaques. Elle affecte le système nerveux et le cerveau. Elle cause des troubles de la mémoire, des sauts d'humeur et de la démence. Elle peut aussi entraîner la mort puisqu'elle attaque des organes vitaux. Bien qu'à l'époque c'était pas la joie quoi. Et donc pour Florence qui chope la syphilis, ben, malheureusement ça va avoir un impact très important dans sa vie. Vers les années 1900, Florence a alors une trentaine d'années. Elle décide de partir pour New York avec sa mère. On pense que c'est parce que le succès de son père aux affaires était lié à des magouilles, voire à des activités criminelles, en tout cas illégales et des manipulations politiques. Et on pense qu'elles ont toutes deux voulu s'éloigner de lui. Donc elles partent toutes les deux à New York. Et en plus, New York, à l'époque, et toujours maintenant d'ailleurs, est une ville assez reconnue pour son côté artistique, avant-gardiste, progressiste. Et donc,
on va voir que c'est un endroit tout à fait adéquat dans lequel Florence peut évoluer au final. Donc elle a vraiment bien fait son choix. À ce moment-là, le père de Florence va décéder et du coup Florence et sa mère vont hériter non pas d'une somme d'argent en héritage, mais des rentes de différents biens immobiliers que son père possédait. Et on pense que en réalité c'est beaucoup moins que ce qu'on s'imagine et que les quantités d'argent qu'elles vont avoir ne sont pas exceptionnelles. Quoi qu'il en soit, ça permet à Florence de ne pas travailler et de payer son loyer, et c'est ça qui lui permettra de se lancer dans la musique à nouveau. Sa mère l'autorise à reprendre des cours de chant, même si elle ne l'autorise pas à chanter en public, parce qu'encore une fois son talent est inexistant, mais elle va quand même finalement pouvoir se lancer sur la scène new-yorkaise en rejoignant des ladies clubs. Elle va même créer son propre club qui s'appelle le Verdi Club, donc du musicien Verdi, duquel elle va prétendre être une experte alors que pas du tout. Et elle va commencer en tout cas à se produire principalement dans un but caritatif. Peu après son arrivée à New York, Florence va faire une rencontre qui va vraiment avoir une importance cruciale pour sa carrière. Elle va rencontrer Sinclair Bayfield, qui va partager 36 ans de sa vie. 36 ans, les gars. Énorme. Au moment où ils se rencontrent, Florence a la quarantaine, Sinclair a 33 ans, donc il est plus jeune, c'est un acteur, il est britannique, c'est un beau monsieur, il présente bien, et lui un jour il voit Florence en spectacle et il est complètement fasciné par le personnage. Lui il est attiré par les femmes de pouvoir, elle aime s'entourer d'hommes dépendants d'elle et qu'elle peut diriger, et non l'inverse. Donc c'est très progressiste comme manière de penser dans les années 30-40 aux États-Unis. Florence est un peu avant-gardiste, hein, on peut le dire. Et elle s'est toujours référée, elle s'est toujours référée à Sinclair comme étant... Non, c'est pas français ce que je dis. Enfin bref, elle a toujours dit que Sinclair était son mari, alors qu'ils n'ont jamais été mariés. Mais c'est comme ça qu'elle se référait à lui. Voilà, j'ai réussi à utiliser mon verbe dans le bon contexte. Sinclair devient le manager de Florence et il va vraiment apporter à la carrière de Florence le professionnalisme qui manquait et sans lequel sa carrière aurait juste été ridicule et un désastre pur. Et il faut s'hydrater. Mais justement, en quoi est-ce que sa carrière était ridicule ? Ce que vous voyez est la tête du dépit et de la flemme. S'il y a un changement d'ongle ou quoi, c'est parce que ma carte SD était pleine et du coup j'ai parlé pendant 10 minutes pour rien. Voilà. C'est pas grave, on est là, on persévère, on apprend. Ce sont des aléas youtubesques qui vont devenir familiers. Enfin, on espère pas trop. Je veille à ce que ça enregistre maintenant. Comme vous l'aurez sûrement compris, les talents musicaux et vocaux de Florence étaient inexistants. Cependant, son envie et sa foi en elle-même et en ses compétences étaient vraiment réelles. Et elle croyait vraiment dur comme fer qu'elle avait des capacités incroyables et qu'elle était une des plus grandes chanteuses de son temps. Et ce qui est assez interpellant puisque elle chantait très mal, donc elle aurait dû s'entendre. Sauf que... vous savez bien, vous en avez déjà fait l'expérience, quand on écoute un enregistrement de soi et quand on s'entend parler, quand on parle comme je le fais maintenant, les voix sont très très différentes parce qu'en fait on ne s'entend pas du tout de la manière dont on sonne réellement. D'ailleurs souvent on est dérangé quand on entend des enregistrements de nos voix et on se fait « Ah, je sonne comme ça, c'est bizarre ». Oui, c'est normal. Nos systèmes perceptifs sont très différents et que ce soit auditif ou visuel d'ailleurs. Par exemple, est-ce que le bleu que je vois c'est le même bleu que celui que tu vois? Ben non, c'est rien et on ne le saura jamais. Et donc Florence, quand elle s'écoutait, elle percevait les sons comme étant extrêmement justes et elle ne s'est jamais rendue compte qu'en fait elle chantait faux. Quoi qu'il en soit, c'est sa croyance en son talent, sa dévotion en son art et à son public qui ont fait que Florence a eu un tel succès et a été projetée sur le devant de la scène de cette manière-là. Elle était persuadée d'être la chanteuse la plus talentueuse de son temps, comme j'ai déjà dit, et elle a vécu dans cette illusion presque jusqu'à sa mort. Les gens la décrivent comme quelqu'un d'excentrique avec énormément de vanité, mais qui s'était donné pour mission de propager l'art et la musique au plus grand nombre.
Les costumes qu'elle dessinait elle-même étaient également très excentriques, n'avaient pas beaucoup de sens et étaient étranges. Certains disent même qu'elle ressemblait à une drag queen. Les mises en scène qu'elle créait pour ses spectacles étaient aussi inhabituelles. Certains disent même que parfois elle entrait dans des danses hilarantes. Alors il y en a qui comparent ce style au camp. Alors le camp c'est quoi? C'est quand une chose est tellement de mauvais goût et tellement nulle qu'en fait ça en devient plaisant à regarder. Et le truc avec le camp c'est que ça fonctionne seulement si la personne qui réalise l'art, l'activité, le truc quoi, il croit vraiment et le fait de manière sérieuse. Si tu le fais en mode blague, ça marchera pas du tout. Et donc Florence rentre parfaitement dans cette catégorie et c'est pour ça que certains qualifient son art de camp. Mais pourquoi avait-elle tant de succès, vous allez me dire? Eh bien parce qu'en fait simplement elle fascinait les gens. Et ce qui se passait c'est que les gens se passaient le mot, ils allaient voir leurs voisins en mode hé Jean-Pierre, t'as vu l'autre là? Faut que t'ailles voir son spectacle là. Son spectacle il est incroyable la fille, il est fou, il faut que tu ailles le voir de tes yeux vus pour le voir. Et donc Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il faisait? Jean-Pierre il y allait, et puis il faisait quoi Jean-Pierre? Et Janine, et t'as vu l'autre là qui fait son spectacle là? Faut vraiment que t'ailles le voir, hein, Et c'est comme ça qu'elle remplit des salles et des salles, c'était tellement un phénomène incroyable et drôle que les gens allaient la voir dans ce but-là au final. Mais ce qui se passait c'est que, comme je l'ai dit, c'était tellement excentrique, extravagant, hilarant que les gens des fois n'en pouvaient plus et devaient rigoler. Et donc son public s'était mis d'accord de manière tacite pour, quand il y a des moments un peu extrêmes où elle atteint une fausse note incroyable ou que c'est vraiment particulier, ils entraient tous dans une salle d'applaudissements et de sifflements énorme afin de couvrir le bruit des rires. Et donc ils pouvaient rire en toute liberté, Florence n'entendait rien, elle recevait des applaudissements, elle était ravie et le public lui pouvait se détendre un peu quoi. Et parfois elle entendait des éclats de rire à la fin de spectacle, etc. Mais soit elle se disait qu'elle avait apporté du bonheur aux gens et au final c'est ce qu'elle faisait, donc elle avait raison. Ou alors elle se disait que c'était ses détracteurs qui venaient semer le doute, mais elle n'y croyait pas puisque elle le savait, c'était la meilleure. J'espère que je t'ai pas flou. Je viens d'en faire la mise au point. J'espère que je suis pas floue. Écoute, on verra bien, hein. Au pire, je serai floue. Tant pis. Pour illustrer à quel point Florence était déconnectée de la réalité, je vais vous raconter une petite anecdote drôle. Donc Florence enregistrait ses disques à un label qui s'appelait Melaton Records. Et c'est un label un peu particulier puisque c'est pas eux qui allaient dénicher les talents, etc. Ce sont les gens qui payaient en fait pour enregistrer leurs CD. Donc Florence passe par eux pour enregistrer ses disques et un jour elle écoute un de ses disques et il y a quelque chose qui lui plaît pas. Donc elle téléphone au label et demande si on peut réenregistrer le disque car il y a une fausse note dans une chanson et qu'elle aimerait bien la refaire pour qu'elle soit bonne. Alors évidemment ça ne fonctionne pas comme ça parce que enregistrer un disque ou même maintenant enregistrer un son c'est du travail, de l'organisation, ça ne se fait pas comme ça, tu ne modifies pas une fausse note en 2-2. Enfin si tu peux avec l'autotune à l'époque, je ne m'y connais pas, je présume que les moyens s'ils n'étaient pas inexistants étaient en tout cas pas les mêmes que maintenant, donc tu ne passais pas du temps à réenregistrer 15 fois un CD surtout quand il était produit et vendu. Et donc la personne au bout du fil qui a Florence au téléphone lui répond que on ne va pas réenregistrer le CD, que ça ne se fera pas parce que de toute façon on ne pourra pas améliorer la qualité de la chanson qui est déjà parfaite. Alors évidemment Florence au téléphone, elle est ravie et elle ne parlera plus de réenregistrer un CD. Et toujours à l'heure actuelle on se demande quelle est la note que Florence voulait changer. Donc comme je l'ai déjà dit, Florence est également très progressiste pour l'époque. Donc ce qu'on sait et ce qu'on observe, c'est que Florence a vraiment réussi à s'affranchir de tous les hommes de sa vie. Elle est devenue indépendante financièrement, elle a gardé son nom de jeune fille, ce qui était assez rare pour l'époque, et au final, elle a pu mener la vie qu'elle souhaitait, comme elle le voulait, de manière complètement libre, et pour ça, franchement, chapeau. Alors est-ce que pour autant on peut dire qu'elle était précurseuse du féminisme? Eh bien c'est très débattable puisque le féminisme ça consiste quand même à penser au plus grand nombre, à la communauté, à penser pour une cause commune avec d'autres êtres humains. Et Florence ici agissait de manière beaucoup plus égoïste et égocentrique. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'elle n'est pas réellement féministe. Par contre, il n'empêche que c'est une icône de liberté, d'émancipation de la femme et de féminisme dans un sens,
car elle a vraiment réussi, voilà, comme j'ai dit, à être souveraine de sa vie, à réaliser ses projets, à aller au bout de ses rêves. Et ça, rien que pour ça, franchement, c'est une icône. Mais comment est-ce que tout ça s'est terminé? Alors il faut savoir que Florence avançait en âge, elle n'était plus toute jeune, malheureusement elle était rattrapée par la syphilis et comme je vous l'ai expliqué, le traitement de la syphilis est arrivé dans les années 50 à un stade de maladie pour Florence qui était déjà trop avancé pour que le traitement soit efficace. Donc on se doute que ça avait un très gros impact sur sa santé physique et mentale. D'ailleurs, j'ai du mal à imaginer qu'à 70 ans, elle était pumped up sur scène avec ses plumes dans les cheveux en train de danser et de chanter. Mais surtout, c'est la bulle de désillusion dans laquelle elle vivait qui va malheureusement éclater et précipiter sa fin. Alors, comment est-ce que c'est arrivé? Le 25 octobre 1944, Florence a alors 76 ans, a lieu un récital de Florence donc à Carnegie Hall. Carnegie Hall, c'est quoi? C'est une salle de spectacle à mur, donc extrêmement connue. Et en fait, jouer, performer dans cette salle, c'est un accomplissement pour tout musicien. À ce stade de sa carrière, Florence, elle a réussi tout en fait. Elle a réussi tout dans sa carrière, sauf à se faire accepter dans le rang des vrais chanteurs d'opéra. Ça restait une meuf qui chantait dans un club, mais basta, tu vois. Et du coup, pour elle, jouer à Carnegie Hall, c'était l'apothéose de sa carrière et aussi l'apothéose de sa vanité. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Carnegie Hall, c'est une salle qui est extrêmement difficile à remplir tant elle est grande. Florence, elle décide de louer la salle pour une date, une représentation. Et en quelques jours seulement, c'est sold out. La meuf, elle a défoncé le game. Une chose qu'il faut également noter, c'est que aucun critique musical ou artistique n'avait jamais assisté à une représentation de Florence. On présume que c'est Sinclair qui faisait en sorte qu'aucun critique ne soit là pour un peu préserver Florence aussi et conserver sa bulle. Sauf que ici, les ventes des billets ne dépendaient pas de Florence, mais dépendaient de Carnegie Hall, ce qui fait que n'importe qui pouvait acheter une place simplement. Les critiques qui avaient tant entendu parler de cet artiste se sont empressés d'acheter des places pour assister au spectacle. Donc la représentation a lieu. D'ailleurs, ce qu'il restera comme archive de cette date, c'est le programme et une photo du public qui est d'ailleurs en train de rire. C'est assez étonnant en fait que Florence n'ait pas documenté sa représentation. Tout se passe bien, le spectacle se passe bien, Florence est contente, le public est content. C'était une soirée mémorable, apothéose de sa carrière, comme on a dit, top. Sauf que le lendemain, les critiques vont donc publier leur critique du spectacle et vous vous en doutez, ça va pas être très très glorieux, bien au contraire. Alors un truc qui ne me concerne pas mais que j'ai appris, c'est que quand on est artiste ou connu dans un domaine, peu importe lequel d'ailleurs, il ne faut jamais lire des critiques. Et Florence, évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? Florence, elle va les lire. Elle va tomber de haut, mais de haut. Les critiques sont donc incendiaires, elle critique sa voix, son physique, ses costumes, sa mise en scène. Il y en a qui sont du genre Florence, c'est chanter n'importe quoi, sauf des notes. C'était complètement gratuit, merci. Donc Florence, qui vivait dans sa bulle de désillusion, persuadée de son talent, de son succès, de sa qualité de chant, reçoit une vague comme ça de critiques virulentes, mais plus méchantes les unes que les autres. Elle reçoit tout comme une vague en pleine face, mais elle tombe de haut, sa bulle, elle éclate, et pour Florence, c'est la chute, et clairement c'est le début de la fin. Quelques semaines plus tard, après une dépression très sévère, Florence décède à l'âge de 76 ans. C'était le 26 novembre 1944. La fin de Florence Foster Jenkins est donc tragique. L'investissement qu'elle a mis dans son art, dans son travail et dans son public était tel que beaucoup jugent que les critiques ont été vraiment trop dures avec elle. Ces critiques cruelles ont précipité sa fin, la maladie l'a rattrapée et elle est décédée dans un monde gris et triste plutôt que dans l'univers excentrique, gai et coloré qu'elle proposait à son public et dans lequel elle évoluait merveilleusement.
C'était l'histoire de Florence Foster Jenkins que je tenais à vous partager aujourd'hui parce que je l'ai trouvé tout simplement incroyable et c'était un reportage assez long de plus d'une heure. Je me suis dit que le résumé et vous l'expliquer en français ce serait cool. Donc voilà, je me réessaye à l'exercice youtubesque, je sais pas ce que ça va donner, on verra bien, mais on fait ça chill, je fais ça quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Alors le projet c'est quoi? C'est de me suivre. Alors me suivre c'est compliqué parce que je suis extrêmement dispersée, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire ici, en théorie, c'est des vidéos un peu pour partager des histoires sur des personnes. J'aime beaucoup les vidéos de true crime, de crime, d'affaires criminelles, que je regarde beaucoup aussi sur des chaînes anglophones parce sur les chaînes francophones ça n'existe pas beaucoup, même si depuis quelques mois il y a vraiment un essor, c'est très à la mode, donc ça commence à arriver. L'ASMR que j'adore écouter et que j'aimerais bien essayer de faire parce que je trouve ça extrêmement drôle à faire. Allez, c'est parti. C'était si sassy. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi, clique juste en dessous, mets un like, pouce vers le haut.